Je suis Jean Grondin, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Nous sommes ici au département de philosophie, dans une salle de séminaire où j'ai l'habitude de donner des cours et où j'ai moi-même suivi des cours il y a très très longtemps, dans les années 70. Donc je ne suis jamais vraiment sorti de cet espace, sinon pour aller travailler dans d'autres centres de philosophie. Donc bienvenue au département de philosophie de l'Université de Montréal. Le besoin philosophique est toujours le même. On fait de la philosophie par amour de la sagesse. Vous savez que c'est le sens du mot en grec, philosophia, amour, passion de la sagesse. Or, cela a toujours existé. Mais le sens de la philosophie a quand même changé, tout change dans le monde. Autrefois, la philosophie désignait l'ensemble du savoir, l'ensemble des connaissances. La physique, c'était de la philosophie, la mathématique, c'était de la philosophie, la chimie, l'histoire relevait aussi de la philosophie. Et on le voit encore aujourd'hui quand on décerne le diplôme de philosophier doctor, PhD, comme vous dites en anglais, aux savants. Alors, c'est un doctorat en philosophie dont on ajoute aujourd'hui qu'il est spécialisé dans telle ou telle discipline, en littérature, en sociologie, en physique ou en chimie. Alors, autrefois, la philosophie couvrait l'ensemble des disciplines du savoir. La physique, on appelait ça la philosophie de la nature. L'éthique, c'était la philosophie morale. Les sciences se sont émancipées de la philosophie au XIXe siècle et dans la modernité. C'est ainsi que les physiciens n'ont plus le sentiment aujourd'hui de faire de la philosophie, les mathématiciens non plus, etc. Alors, qu'est-ce qui reste à la philosophie? Alors, la philosophie s'occupe maintenant des questions ultimes sur la finalité de l'existence humaine, sur la finalité du savoir. Alors, autrefois, cette interrogation faisait partie de l'interrogation scientifique au sens large. Si l'on fait de la science, si l'on s'adonne à la recherche scientifique, c'est en fonction d'objectifs plus élevés, d'un bien plus haut qui gouverne la recherche du savoir. Alors, la quête de la sagesse. Alors, cette quête de la sagesse, ce souci des questions fondamentales, c'est ce qu'est aujourd'hui la philosophie. Alors, quel est le sens de la vie? Grande question. À mes yeux, c'est la grande question de la philosophie aujourd'hui. Et en un sens, ça a toujours été la grande question de la philosophie. Est-ce que j'ai des conseils à donner? Écoutez, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un dispensateur de conseils pratiques, je suis un modeste professeur de philosophie. Mais la question du sens de la vie, si j'avais un conseil à donner, eh bien, ça dépend comment on l'envisage. On peut l'envisager d'au moins deux manières, cette question-là. Quel est le sens de ma vie à moi? Quel est le sens de ma vie à moi? Alors là, j'aimerais dire que la réponse dépend du type d'activité qui est la nôtre, du type d'obligations qui sont les nôtres. Si, par exemple, vous avez des enfants, alors il est très clair que le sens de votre vie, ce sera vos enfants. Vous allez leur consacrer beaucoup d'attention, vous allez vous consacrer à leur éducation, etc. Donc, vous allez tâcher d'être un bon parent. Si vous êtes un professeur, vous allez consacrer vos énergies à la préparation de vos cours, vous allez tâcher d'être un bon enseignant. Si vous êtes médecin, vous allez tâcher, etc., d'être un bon médecin, etc. Donc, j'aimerais dire qu'ici, la tâche, c'est de prendre conscience du sens de notre propre vie à nous et de faire... prendre conscience de notre propre vie à nous et de bien faire ce qu'on a à faire, tout simplement. Alors ça, c'est le sens de ma propre vie, quelles que soient mes obligations, quelle que soit ma situation. Mais il y a aussi le sens de la vie en général. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi est-ce que nous vivons? Alors ça, c'est une grande question. Et alors là, j'aimerais dire qu'il faut faire l'effort de porter attention aux grands maîtres de la sagesse qui ont parlé de cette question. Les grands philosophes, mais aussi les artistes, les grands scientifiques, ceux qui ont vraiment fait avancer l'intelligence de la question du sens de l'existence, ce pourquoi nous sommes là. Alors, quels sont les modèles d'existence que l'on peut suivre, que l'on peut proposer? Alors, l'étude de ces grands maîtres, qui fait partie, entre autres, de la philosophie, est indispensable.
Est-ce que les jeunes pensent tout savoir? Cela reste à voir, hein, je ne sais pas, il faudrait leur demander. Écoutez, je ne suis plus très jeune, mais quand j'étais jeune, j'imagine que j'étais sans doute, oui, je pensais sans doute savoir des choses. Alors j'en sais certainement moins aujourd'hui, ça c'est clair. Alors s'il est une chose que la philosophie nous apprend, et ça les grands philosophes l'ont toujours répété, en commençant par Socrate, on sait qu'on ne sait pas. Mais il y a peut-être une sagesse qui est associée à cela, donc moins l'on sait de choses, peut-être plus sage on est. Espérons-le. Est-ce qu'on pratique la philosophie de la même manière partout? Alors, j'aimerais dire que si on fait de la philosophie, c'est qu'on est mu par des grandes questions. Question du sens de l'existence, de la quête de la sagesse et tout ça. J'aimerais dire que ce besoin philosophique fondamental existe partout. Mais la façon dont on pratique la philosophie est très, très, très différente. Hein. Ça dépend des maîtres que l'on a eus, des traditions dans lesquelles on s'inscrit. La philosophie peut se faire de façon très, 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 très différente. Hein. Et on peut traiter de toutes les questions en philosophie. Écoutez, dans le monde nord-américain, par exemple, on aime beaucoup suivre le modèle des sciences exactes ou de la science en général. Alors c'est le cas de ce qu'on appelle la philosophie analytique dans le monde anglo-saxon, qui voit dans les sciences le modèle par excellence du savoir. Alors, la philosophie devient alors une réflexion sur le savoir scientifique, et certains disent que la philosophie devrait aussi produire des résultats précis, tangibles, comme les sciences exactes, hein, donc des résultats très très ponctuels, très très pointus. Alors c'est une façon de faire de la philosophie, mais dans d'autres traditions, la philosophie s'inspire davantage des arts, de la littérature. C'est le cas dans les pays latins, par exemple. Hein. La dimension littéraire, poétique, artistique de la philosophie est davantage mise en évidence. On peut voir ça, par exemple, chez un penseur comme Nietzsche, hein, ou chez Albert Camus, ou Jean-Paul Sartre, que tout le monde connaît. Donc j'aimerais dire que là, le modèle scientifique est moins déterminant. C'est plutôt le modèle de l'artiste qui est prédominant. Or, dans d'autres pays, on va s'inspirer davantage des sciences sociales et on va voir dans la philosophie une discipline qui doit promouvoir le changement social, voire la révolution. On voit ça, par exemple, en Amérique du Sud, où des formes souvent très, très marxistes de philosophie seront défendues. Eh bien, il faut comprendre ça à partir du contexte. On vit dans des sociétés où il y a une réelle oppression, où il y a une réelle injustice, et on cherche à combattre cette injustice. Et là, la philosophie se comprend davantage en fonction du changement social, voire de la révolution à accomplir, etc. Donc la philosophie dépend toujours des contextes où elle est pratiquée. Mais à la base, il y a toujours la même quête de sagesse, la même quête de vérité, le même besoin philosophique d'orientation. Est-ce qu'il y a des grands philosophes canadiens? Écoutez, la meilleure réponse à ça, c'est de dire qu'il y en a 35 millions. C'est la population du Canada, je ne sais pas si c'est 36, 37 millions, mais tous les êtres humains sont des philosophes. Vous connaissez des philosophes, des humains qui ne se posent pas des questions sur le sens de leur existence? En tout cas, moi, je n'en connais pas. Donc, j'aimerais dire que la philosophie, ce n'est pas l'affaire des spécialistes. Hein. C'est l'un des malentendus qu'il faut toujours lever. La philosophie, c'est l'autoréflexion de l'âme humaine sur le sens de sa propre aventure dans le temps. Alors, j'aimerais dire qu'il y a donc autant de philosophes qu'il y a d'êtres humains. Donc, il y a 7 milliards de philosophes sur Terre aujourd'hui. Mais si votre question est plus précise, est-ce qu'il y a des philosophes, des auteurs d'ouvrages de philosophie importants au Canada? Bien sûr que oui. Hein. Je pourrais vous en nommer quelques-uns. Le plus connu est sans doute Charles Taylor. Charles Taylor, qui bénéficie aujourd'hui d'une audience mondiale par ses livres, Sources of the Self, Les sources du moi, The Secular Age, L'art séculier. Alors, c'est un philosophe sur lequel on fait des colloques, des thèses, des ouvrages. Alors, c'est vraiment une référence mondiale en philosophie, Charles Taylor. Il y en aurait beaucoup d'autres à nommer. Alors, sur quoi je travaille? Écoutez, je travaille sur des questions de métaphysique. Alors, les questions de métaphysique, c'est-à-dire les questions qui s'intéressent au sens général des choses, au sens de la vie. Alors, la question qui m'intéresse présentement, c'est celle de savoir si le sens
l'expérience de sens est uniquement une construction de notre esprit, si le sens est uniquement une construction sociale ou culturelle, comme on le répète souvent, et on le dit souvent dans les sciences sociales, ou s'il n'y a pas aussi un sens dans la réalité, un sens qu'on est à même de découvrir et que l'on n'a qu'à chercher dans la réalité. Alors, c'est cette hypothèse qui me guide, hein, qu'il y a déjà un sens dans les choses elles-mêmes. Et à mes yeux, c'est cette hypothèse qui guide aussi les sciences, qui guide aussi les scientifiques. Le physicien qui étudie l'atome n'invente pas le sens des mouvements de l'atome, ils sont déjà dans les choses elles-mêmes et il s'efforce de les comprendre. Or, c'est un peu de cette façon que j'envisagerais le sens. Or, comment penser un sens qui est déjà dans les choses elles-mêmes et que nous n'avons pas à construire, dont nous nous approchons à l'aide de nos constructions, à l'aide de nos hypothèses. Mais c'est un peu cette question-là qui me préoccupe. Écoutez, c'est une très grande joie, c'est une très grande joie, mais qui me remplit en même temps de modestie. Je n'ai pas le sentiment de mériter ce prix, je n'ai pas le sentiment de faire partie de ceux qui auraient dû gagner ce prix. Donc je me demande s'il y a eu une erreur quelque part dans le jury, mais je suis très, très, très heureux et très reconnaissant envers le Conseil des arts du Canada. Et c'est le Conseil des arts du Canada qui m'a d'ailleurs donné ma première bourse. Quand j'étais jeune étudiant de maîtrise, j'ai obtenu une bourse du Conseil des arts, qui s'est plus tard appelée, en tout cas pour les bourses de ce type, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Alors je suis très reconnaissant envers le Conseil des arts du Canada. Or, c'est une joie, c'est un honneur, non mérité, j'insiste. Et alors, le prix Molson, ça veut aussi dire que dorénavant, je ne boirai plus que de la bière Molson. Je ne suis pas un grand buveur de bière, mais si j'ai à boire de la bière, ce sera toujours de la bière Molson, et je penserai toujours à ce prix, au Conseil des arts, en buvant cette bière.